Salut les novateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu différente, ce ne sont toujours pas les Novel Stories qu'on vous avait prévu. C'est une vidéo pour patienter et parce que j'avais aussi envie de vous partager un petit peu ce format qui est, on va pas se le cacher, voilà, d'inspiration de Feldup. On se met dans la même ambiance, j'avais envie aussi de faire une ambiance assez posée, assez calme. Et puis voilà, si Feldup passe par là, gros bisous à lui. Et j'avais envie de vous partager mes traumas concernant mon enfance également. Et j'ai hâte de savoir si vous aussi vous en avez d'autres. En tout cas, cette vidéo, je l'ai écrite juste avant en fait qu'il sorte la sienne. Donc j'ai dû décaler le tournage à aujourd'hui. On est le 16 avril et de base elle était déjà écrite il y a un bon moment. Bref, on s'en fiche. Allez, c'est parti. On va commencer avec mon premier trauma, Angela Anaconda. Alors je vais vous décrire les œuvres. J'ai essayé de trouver des résumés. Je me suis aidé aussi de ChatGPT un petit peu pour retrouver certaines informations. Donc il se peut qu'il y en a qui sont fausses. Donc n'hésitez pas à me le dire. De toute façon, c'est juste pour vous situer le contexte de ces œuvres qui m'ont traumatisé, quoi. Alors Angela Anaconda, c'est une série télévisée d'animation canadienne qui a été diffusée pour la première fois entre 1999 et 2001. Créée par Joanne Ferron et Sue Rose, la série a été produite par la société Nelvana Limited. L'histoire de Angela Anaconda se déroule dans une petite ville fictive appelée Tapwater Springs. Le personnage principal, Angela Anaconda, est une fillette à l'imagination débordante et aux traits particulièrement distinctifs. Le style de la série est assez unique et se caractérise par l'utilisation des photographies. Le contexte où ont été prises les photos sont très particulières, c'est-à-dire du noir et blanc avec des têtes qui font pas forcément envie. Bien que la série n'ait duré que quelques années, elle a laissé une impression durable sur certains téléspectateurs, dont moi, parce que son style est très particulier, comme vous pouvez le voir. Allez, tout de suite, on va passer au deuxième, les têtes à claques. Donc l'émission Les Têtes à claques, c'est une série, pareil, qui à la base se dit humoristique. C'est une série québécoise qui a connu un grand succès sur Internet et à la télévision. Créée par Michel Baudet, la série met en scène des personnages en pâte à modeler, ayant des têtes caricaturales et exagérées. Lancée en 2006, la série est devenue rapidement populaire grâce à son humour absurde et souvent burlesque. Quand je regardais cet épisode, les personnages ont toujours des dents assez bizarres qui sont mis en avant. Enfin, moi j'ai cette image qui m'a marqué je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est des visages où on les utilise pas pour faire rire, mais plutôt pour faire peur, en mode on monte les dents. Quand vous voyez des animaux montrer leurs dents, c'est pour faire peur, montrer qui est le plus fort. Là, j'avais un petit peu cette même impression où on monte des dents, on montre une bouche assez énorme par rapport à la tête des personnages qui est tout aussi ridicule. Mais je sais pas pourquoi, mais les formes disproportionnées du visage m'ont toujours fait flipper. Et même encore aujourd'hui, j'ai du mal à regarder et à rire des têtes à claques, même si je suppose que c'est très drôle. Mais voilà, j'ai toujours un peu de mal avec ce style particulier. On passe au suivant, le collège d'Étrangeville. Alors le collège d'Étrangeville est une série télévisée d'animation française, de base destinée aux enfants. Donc l'histoire se déroule au sein d'un collège étrange et mystérieux, comme le nom du dessin animé, où des élèves et des professeurs font face à des monstres et des créatures fantastiques, si ce n'est eux. En fait, des fois, les professeurs sont tout aussi bizarres. Chaque épisode suit les aventures comiques et parfois loufoques des élèves et du personnel de l'école, mettant en avant des thèmes d'amitié, d'acceptation, de différence et de résolution de problèmes. Les personnages tout droit sortis de l'imaginaire fantastique ajoutent une touche unique à l'ensemble et l'humour se mêle aux intrigues surnaturelles pour créer une atmosphère captivante et divertissante. Enfin, pour moi, le collège d'Étrangeville, c'est tout sauf ça, sachant que moi le matin je me réveillais, je sais plus à quelle heure, mais juste avant de partir à l'école, j'avais
la télé dans ma chambre. Et très tôt le matin, je crois, c'était diffusé sur Gulli, il me semble, si ce n'est les autres TF1, M6, etc. Mais je tombais sur le collège d'Étrangeville. Et encore une fois, je pense que c'est le fait que ce soit des marionnettes, parce que c'est des personnages qui sont contrôlés avec des bâtons, etc. Ça donne l'effet un petit peu réel et pas naturel. Et encore une fois, les formes des visages des personnages qui sont très disproportionnés, déformés. Des fois, on a des personnages qui ont des très très gros nez, d'autres qui sont énormes, d'autres qui n'ont pas les yeux en face des trous. Et l'ambiance que donne le dessin animé est parfaitement réussie. Et c'est ce qui m'a fait un peu peur, je pense, en étant enfant. En tout cas, bien joué à l'équipe, mais je suis pas si sûr que ce soit fait pour des enfants, même si les histoires restent très simplistes. Alors Monster House, c'est un film pareil d'animation sorti en 2006. Il est réalisé par Jill Kennan et produit par Robert Zemeckis et Steven Spielberg. Le film raconte l'histoire de 3 adolescents qui découvrent la maison du voisin. Et en fait, cette maison se révèle être hantée et vivante. Je sais pas comment le dire, mais c'est un monstre en fait, cette maison. Et du coup, alors que la maison menace leur quartier, ils décident de se battre pour la neutraliser. Ce dessin animé, c'est un vrai trauma, parce que je pense que c'est traître d'avoir dit que c'était pour les enfants, que de mettre une maison avec une forme de monstres aussi flippantes. Ils sont pas allés de main morte sur l'animation, sachant que déjà les personnages sont assez spéciaux. Je pense par exemple au grand-père, donc au propriétaire de la maison. Et l'histoire qu'il y a derrière, elle est en fait assez sombre, puisqu'on apprend que la maison, c'est l'âme de sa femme, il me semble. Enfin, c'est des choses pour moi que des enfants ne peuvent pas forcément comprendre. Je ne sais pas à partir de quel âge on peut regarder ce film, mais le film est traître. Peut-être, allez, à partir de 12-13 ans, ça peut passer, mais à voir. The Muppet Show, Alf et Fraggle Rock. Encore une fois, je vais reparler de ce thème de marionnettes parce que je pense que ça fait partie d'un de mes traumas. Je dois avoir peur de ça, mais le point commun entre Alf, The Muppet Show et Fraggle Rock, c'est qu'ils sont tous des émissions de télévision qui sont animées par des marionnettes. Alf, c'est une série télévisée américaine des années 80 où le personnage principal est Gordon Shumway, surnommé Alf. Et Alf, c'est un extraterrestre qui s'écrase sur Terre et qui est recueilli par la famille Tanner. La série est de base censée être une comédie qui se joue sur la culture et les interactions entre la vie extraterrestre et la vie terrestre. Mais encore une fois, la forme de cette marionnette, en étant enfant, c'est tout sauf amusant. C'est effrayant, on dirait un espèce de cochon. Enfin, il a un nez de cochon. Moi, ça me fait peur en tout cas. Concernant le Muppet Show, c'est une série télévisée créée par Jim Henson. Elle met en scène une variété de personnages marionnettes qui s'appellent les Muppets et qui jouent dans des sketchs comiques, de numéros, de musique et d'interviews. En fait, on est sur un talk show, late show américain typique de l'Amérique, mais qui est totalement animé par des marionnettes, avec des interactions avec des humains. Et ces humains sont des stars, plus généralement, qui sont là en invité. Et il y a des interactions entre les Muppets et les humains. Et moi, parmi les Muppets, il y a vraiment certaines marionnettes qui sont effrayantes. Je vais pas parler de Kermit, qui est très marrante, Miss Piggy, Fonzie, etc., qui sont très très drôles, mais certaines des marionnettes font peur. Je me rappelle que j'avais très peur du chef Cuisto, du batteur des Muppets, le personnage rouge, et il y avait un espèce de gros monsieur avec un gros nez, c'était effrayant aussi. Et moi qui adorais les Muppets, quand j'ai découvert ces personnages, ça m'a traumatisé. Et ensuite, il y a aussi Fraggle Rock. Fraggle Rock, c'est aussi créé par Jim Henson, la même personne. Et on est sur le même principe, des marionnettes qui parlent et qui bougent. Et moi, ça me donne personnellement pas envie de les rencontrer. En vrai, même si on verrait les personnes qui les font bouger, je pense que, imaginez-vous, un soir, en train de faire l'entretien des salles où reposent toutes les marionnettes du Muppet Show, de Fraggle Rock. Personnellement, moi, c'est non. Ça me fait trop peur. On va passer au suivant. C'est plus des émissions, mais là, c'est des trucs en particulier. L'écran de veille Gulli. Je pense que je suis pas obligé de vous faire la présentation de Gulli, mais
quand même. Gulli, c'est une chaîne de télévision française qui est dédiée aux enfants et à la jeunesse. Ça a été lancé en 2005 et sur Gulli, on a des dessins animés divers et variés, des émissions populaires pour tous les âges, etc. C'était du programme en continu, sauf à une période où Gulli s'arrêtait. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de pause, de break pendant la nuit où Gulli cessait ses programmes. Mais au lieu d'éteindre la chaîne, Gulli décidait de mettre un espèce d'écran de veille qui permettait de dire aux gens on se retrouve à 6h30, Gulli dort. Et cet écran de veille où Gulli dort, je suis tombé là-dessus la nuit et Gulli fait des drôles de bruits. En fait, ils ont humanisé Gulli parce qu'il ronfle, etc. Le logo, en fait, ronfle, est vivant. Et je sais pas pourquoi, mais je pense que l'ambiance où j'ai allumé la télé un soir et que je suis tombé sur ça, j'avais vraiment l'impression d'avoir quelqu'un avec moi qui respirait, qui était là, etc. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas un bruit, il n'y a que Gulli qui ronfle. Alors après, je pense que vous allez me dire, mais il est fou. Mais à mon avis, vu le contexte, je sais pas, ça me plaisait pas du tout. Une vraie flippette. Alors je pense que ceux qui sont de ma génération, et même ceux d'avant, connaissent THX. Je sais pas si ça existe toujours, mais en tout cas, THX, c'était un espèce de jingle qui était utilisé dans les films et au cinéma pour certifier de la qualité sonore et audio des métrages. Donc en fait, on avait une séquence vidéo, audio, où on avait un énorme son pour justement approuver la qualité sonore de la salle, quoi. THX, c'est une société donc de certification de qualité audio fondée par George Lucas en 83. Il a traumatisé des gens par, je pense, le screamer sonore qu'il produit. C'est-à-dire que la note que ce jingle fait, elle est pas rassurante du tout. Alors je m'y connais pas en musique pour vous dire quelle est la note, mais le fait que on a un énorme bruit, pas rassurant du tout, c'est... Je vais pas vous le faire. Voilà, je voulais absolument en parler parce que je pense que je suis pas le seul à qui ce générique a fait peur. Le piratage, c'est mal. Alors là, je pense que vous avez tous connu, en tout cas ma génération et celle d'avant, ont connu cette fameuse pub qui était diffusée dans les DVD du piratage, c'est mal. Le piratage, c'est mal, c'était une espèce de campagne de publicité pour éviter eh bien, le vol de contenu, des CD, des DVD. On avait une espèce de publicité où on avait une musique très rapide avec des plans très sombres dans la rue en mode vraiment typique américain, le hacker qui va hacker le DVD, etc. Et on avait des espèces de textes qui te disaient voilà, le piratage c'est mal, n'essayez pas, etc. Donc le piratage c'est du vol, c'était une campagne de sensibilisation créée par la Fédération Against Copyright Theft, le vol quoi, pour alerter le public sur les conséquences du piratage et de la contrefaçon en matière de droit d'auteur. La campagne visait à rappeler que le téléchargement illégal de contenu équivaut à du vol et à générer des discussions sur les implications du piratage pour les industries créatives. Donc c'était vraiment, à cette époque, on commençait à parler et à prendre au sérieux vraiment le piratage sur Internet. Les émissions paranormales. Alors, je vais vous parler des émissions paranormales parce que je pense que vous en connaissez personnellement. Parmi les émissions paranormales, il y en a certaines que je regardais pendant que j'étais petit, notamment Ghost Tabs, il y avait Ghost Hunters, etc. Donc, les émissions paranormales, c'était diffusé donc à la télévision où tu suivais une équipe aller dans des endroits et des lieux assez flippants parce que des gens les appelaient, faisaient appel à ces spécialistes pour certifier et capter
des phénomènes étranges que les habitants vivaient. Et donc, en fait, tu les suivais, tu voyais leur préparation, le témoignage, leurs expériences avec des EMF, etc., tous les instruments pour enregistrer les sons et les images. Et en fait, quand t'es petit, tu y crois. Quand t'es plus grand, t'arrives à savoir que t'es sur un programme américain, donc qu'il faut distinguer du vrai et du faux, parce que forcément, si tu produis une émission, tu produis des épisodes réguliers, et s'il se passe rien, ça ne sert à rien, tu perds de l'argent, c'est nul, les gens s'en foutent, en fait, de voir que des vidéos où il se passe rien. Donc il faut mettre en scène pas mal de choses. Donc en fait, ces mises en scène-là, tu ne les comprends pas quand t'es petit, tu n'es pas assez mature pour le savoir, et du coup, tu crois à tout ce que tu vois. Donc en fait, tu voyais des chaises bouger, tu voyais des mots qui étaient prononcés par des fantômes, des entités, et tu te dis putain, c'est vrai quoi. Et vu l'ambiance, etc., qui sont placés par les équipes de production, tu as de quoi flipper en étant petit. Même peut-être en étant plus grand, certains ont encore peur. En tout cas, moi aujourd'hui, je les kiffe ces émissions-là parce que c'est du pur show américain et c'est assez rigolo. En tout cas, si vous voulez voir du vrai contenu où des fois il se passe rien, voire même tout le temps, vous pouvez aller voir le Grand JD qui fait du très bon contenu là-dessus. Paranormal Activity. Alors le film Paranormal Activity, il est très spécial à mes yeux puisque c'est l'un des premiers films d'horreur que j'ai regardé en étant petit, encore une fois. Le film est sorti en 2007, il est connu pour son style un petit peu found footage. Le mode found footage a été démocratisé par Blair Witch, mais c'était vraiment le premier film filmé en mode caméra de surveillance. Paranormal Activity l'a démocratisé et c'était punaise de flippant. Parce que déjà en Amérique, les caméras de surveillance c'est fréquent et donc se dire que voilà, tu filmes ça dans ta maison avec des caméras partout, sachant que les effets sont très bien faits, tu ne vois pas les équipes de tournage, tout est fait en post-prod, même aussi avec des effets réels, c'est-à-dire des fils de pêche, etc. Plein de choses. Et c'est tellement bien fait et que tu ne t'en rends pas compte, que tu as l'impression que tu pourrais regarder n'importe quelle caméra de surveillance dans une maison hantée, il se passerait la même chose. Et en fait, cette authenticité, ce nouveau genre qui rend le truc encore plus vrai, c'est traumatisant. Ça fait flipper de ouf. Le jeu d'acteur est assez cool. Comme j'ai dit, t'as pas d'équipe de tournage, t'as pas de plan, t'as l'impression vraiment que c'est amateur, donc que c'est un truc qu'on a retrouvé d'une vraie maison. Donc je vous laisse regarder plein de vidéos pour vous renseigner sur comment ça a été fait, mais aussi l'histoire de Paranormal Activity qui est très sympa. Scary Maze. Ah, l'un des premiers phénomènes sur Internet dans l'horreur. Scary Maze, la souricière en français. Je pense que c'est un jeu qui est passé par toutes les mains de ceux qui ont eu un ordinateur et des grands frères. Je pense que vous l'avez tous déjà vu, et il y a plein d'autres petits jeux d'horreur, notamment Slenderman, mais aussi des publicités avec un zombie qui apparaît à la fin et la voiture qui descend la colline. Ça, il y a plein de phénomènes qui ont tourné comme ça, mais la souricière, c'était vraiment très spécial, puisque tu as devant toi un jeu qui paraît assez simple, de labyrinthe, mais au fur et à mesure que tu avances et que tu perds, tu risques ta vie sans le savoir. Puisque au bout d'un moment, il y a une espèce de screamer et je pense que on est vraiment sur, on doit être sur une origine de screamer qui s'est démocratisé après, même si voilà, il y en a plein qui ont dû l'utiliser avant, mais je pense que là, à partir de ce moment-là, plein de sociétés de production ont capté que vu le phénomène que ce jeu a fait, le phénomène de screamer, donc quelque chose qui apparaît et qui te crie dans les oreilles, plein de productions l'ont capté et après c'est parti comme ça, et les jeux d'horreur aussi l'ont réutilisé et c'était vraiment un des phénomènes d'internet que vous avez dû connaître. Ça s'est passé dans les années 2000 et je vais vous en parler parce que c'est sympa de savoir l'origine de ce connard qui a créé ce truc-là. C'est un développeur web et concepteur qui s'appelle Jeremy Winterrode et il a créé le premier jeu Scary Maze qui était un labyrinthe en ligne avec un effet de surprise, donc un jump scare, dans les années 2000. Je vais rien dire de plus parce qu'on connaît un petit peu le principe. J'espère que vous avez flippé en tout cas sur celui-là, vous aussi.
les Wiz MSN. Alors, MSN, je pense que vous connaissez, c'est Microsoft Network. C'était du coup le premier Facebook où vous pouviez communiquer entre vous par chat. Il a été lancé en 1995 et il a joué un rôle important dans l'histoire d'Internet en popularisant des services tels que la messagerie instantanée, les forums de discussion, les actualités, la météo et plus encore. Et sur MSN, vous pouviez envoyer des Wiz et les Wiz, c'était des espèces d'animations, d'emojis animés avec du bruit. Et franchement, il y en a à l'époque qui m'ont fait flipper. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'on a aussi encore ce principe de son très fort, très dégueulasse. Hein. Le son à l'époque, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. C'était un son très numérique. Et les dessins, ils étaient un peu spéciaux. Il y avait un cochon qui danse, des trucs assez bizarres. Et moi, je sais pas pourquoi. Mais j'ai rêvé de ça pendant longtemps, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait partie des traumas qui me restent. Des fois, je vois encore des images des Wiz quand je regardais ma mère discuter en ligne. Voilà. On va finir avec ce qui vous a traumatisé vous. Alors n'hésitez pas à inscrire vous aussi dans les commentaires. Et je vous avais demandé sur Twitter il y a un moment ce qui vous aviez fait peur. Il y a E.T., le film, avec l'extraterrestre, qui est sorti en 94, que je dis pas, ou 84, je ne sais plus. E.T. En 82, pardon, excusez-moi. Il y a les tambours de Jumanji. C'est vrai qu'ils sont très flippants, ils sont très dans les graves, ils font vibrer le cœur. J'avoue que la scène de fin de Jumanji parle des films originaux, pardon, avec Robbie Williams. Il y a l'Otari de Pingu. Il y avait un épisode dans Pingu où on voit une espèce d'Otari qui te fixe des yeux et qui a des formes très spéciales, très étranges. Justement, je regardais encore les vidéos de Feldup et il disait des trucs très vrais, c'est que je pense que vraiment la déformation, le disproportionnement, plein de choses qui ne font pas naturel, pour un enfant c'est traumatisant. Et ensuite il y avait aussi le lion des Teletubbies qui avait une tête assez bizarre. En fait c'était un lion sur roulette en espèce de carton, ça ne bougeait pas mais il avait des yeux bizarres, voilà. Et il y avait un épisode aussi assez étrange où je crois qu'il y avait une course-poursuite, voilà. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, merci d'avoir accepté cette ambiance qui ressemble beaucoup à Feldup, mais je voulais pas dénaturer son concept, je voulais vraiment reprendre cette ambiance que j'adore. Je ne pense pas faire d'autres vidéos dans ce style, puisque ça lui appartient, enfin, même si on est assez libre sur internet. Mais en tout cas, vous aurez un petit peu cette ambiance-là aussi pour les Novel Stories. On vous fera bientôt. Si vous ne connaissez pas de quoi je vous parle, n'hésitez pas à regarder nos anciennes vidéos. Abonnez-vous, ça nous fait très plaisir. Et salut les novateurs, à bientôt. C'était Tease Offline.